Salut à tous, bienvenue sur motorcv.com, vous êtes fidèles au débriefing F1. Chaque lendemain de Grand Prix, nous discutons de l'épreuve avec Jean-Luc Roy, ici même. Salut C'est moi, Jean-Luc. salut LFB, bonjour à tous. Le commentateur de la F1 sur RMC et l'analyste en chef sur motorcv.com. En chef. Voilà, c'est ça. Alors ce Grand Prix d'Espagne, Jean-Luc, avec la belle victoire de Fernando Alonso chez lui, lorsqu'un pilote d'une certaine nationalité gagne son Grand Prix national, c'est vrai que c'est toujours plutôt émouvant et c'est toujours des images très sympas. Et là, on a bien vu qu'évidemment le public était plus que ravi de voir son chouchou gagner. Absolument, écoute, je crois que déjà ça fait plaisir de se retrouver dans des pays où on peut exprimer sa passion pour le sport mécanique. Tu me vois venir, alors première petite griffure, malheureusement en France on sait bien que ce n'est pas le cas. Alors d'ailleurs, d'après les estimations, il y avait de l'ordre de 30 000 personnes, 30 000 Français qui étaient venus, franchis la frontière pour venir assister à ce Grand Prix d'Espagne en Catalogne, donc, parce que finalement c'est pas très loin de la frontière, c'est au nord de Barcelone, donc ça c'est une première bonne nouvelle. La deuxième évidemment c'est que les fans de Ferrari sont toujours aussi présents sur tous les circuits du monde, et particulièrement en Espagne, où évidemment, deuxième victoire d'Alonso sur son terrain depuis celle de 2006. Il avait donc fallu attendre 7 ans pour qu'il réitère cet exploit. Et vraiment, on a vu sur le podium que la satisfaction d'Alonso n'était pas feinte. C'était vraiment, il était heureux pour lui évidemment, mais heureux pour son équipe, heureux pour son pays, heureux pour ses fans. Enfin il leur a délivré ce qu'il fallait. Alors tiens, la pique, je la sors tout de suite. Tu sais que la FIA a lancé une enquête parce qu'il s'est arrêté dans le tour de décélération pour prendre le drapeau espagnol et rendre hommage. Alors là, je dis, ça y est, Ubu est roi, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand on a des gestes humains de la part d'un pilote par rapport au public, non mais ça gêne qui ? Mais vraiment, ça gêne qui? Alors qu'on voit qu'à moto, notamment Valentino Rossi et bien d'autres, manifestent leur bonheur, leur plaisir par des burn-out, des machins, voire des mimiques, voire carrément des déguisements. Il s'arrête, il prend un drapeau. On a toujours en image la dernière victoire d'Alain Prost à Magny-Cours en 93. Il s'arrête, il prend un drapeau. Au secours, ils sont en train de devenir fous. Voilà, ça y est, je l'ai dit, c'est terminé. Là maintenant, il faut laisser les pilotes quand même s'exprimer et manifester leur joie, et pas uniquement dans un cadre rigoureux et autorisé par les règlements et par la fédération. Ça c'est fait. C'est dit. Alors cette victoire d'Alonso, je te sens bien chaud là, tu vas pouvoir continuer sur ta lancée parce que vous savez que Alonso a gagné, que Raikkonen est deuxième et que Massa est brillamment remonté et a offert une deuxième voiture sur le podium pour Ferrari. Mais moi tout de suite je te pose la question, c'est la nouvelle polémique, mais ça fait un peu la même chose à chaque Grand Prix. Ce sont encore les pneus qui posent problème, tout le monde se plaint, sauf peut-être Alonso et Massa, tu me diras. Sauf celui qui gagne. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, la dégradation, certains qui ne peuvent rien y faire, qui sont même obligés de se freiner, de se réfréner. Est-ce que c'est la Formule 1 qu'on aime, ça, depuis quelque temps, Jean-Luc ? Écoute, LFB, non, moi je réponds très clairement non. Enfin, pas celle, là aussi, que j'aime, moi, je pense que tu aimes, que tous les fans aiment, parce que ce qu'on aime, c'est la bagarre, ce qu'on aime, ce sont les pilotes qui peuvent s'engager, ce qu'on aime, c'est le talent des pilotes, l'extrême talent, que ce soit en qualification. Alors là, on a retrouvé une vraie qualif, mais on a raté quelques-unes qui, pour moi, n'en étaient pas. Pour une raison très simple, c'est qu'un certain nombre des pilotes capables de décrocher la pole choisissaient par stratégie de ne pas rouler pour préserver un train de pneumatique. Non mais attends, on est en plein délire. Voilà, le problème il était là. Là, tout le monde a roulé, ok. Est-ce que tout le monde a travaillé pour la qualif ? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on sait très bien, illustré aujourd'hui, que lorsqu'on part sur la troisième ligne de la grille de départ, si on a une bonne stratégie et si le pilote l'applique scrupuleusement, on peut gagner. Donc, paradoxalement, cette superbe victoire de Fernando Alonso, 32e de sa carrière de pilote de Formule 1, deuxième de la saison, donc c'est un vrai bonheur, et qui le replace évidemment dans la course au titre, malheureusement, démontre, je dirais à contrario, que cette stratégie pneumatique, pour répondre précisément à ta question, maintenant est un casse-tête. Tu vois, regarde mes notes, là tu vois un peu tu passes ton Grand Prix à noter qui a fait quoi, à quel moment, quel pneu il a monté. Sinon, tu es incapable d'expliquer, en l'occurrence aux auditeurs d'RMC ou aux internautes de Motors TV le lendemain, qui a changé de pneu, à quel moment et quel type de pneu il a monté. Donc la performance d'un pilote en course à un moment donné, elle doit toujours être éclairée, être expliquée et être comprise à travers la stratégie pneumatique qu'il applique. Donc 3 arrêts en l'occurrence, ou 4 arrêts pour certains. Et l'alternance... Alonso s'est bien arrêté 4 fois. Absolument. Alonso, là j'ai tout, s'est arrêté au 9e tour, au 21e tour, au 36e tour et au 49e tour. Donc il est parti en pneus médium, les plus tendres pour la qualif. Il a chaussé un train de dur au 9e tour, un train de dur au 21e tour, un train de médium au 36e tour et un train de dur au 49e tour pour aller au terme des 66 tours. Voilà le décryptage de la victoire de Fernando Alonso. Mais tu vois que c'est pas je vais oser le mot, c'est pas très bandant. Il faut être clair.
Cela étant, il n'y a rien à reprocher évidemment à Alonso Ah et bah à rien. Ferrari. Mais au contraire. Voilà, Non, mais hein, j'ai d'abord loué voilà, la c'est victoire. ça, oui. Ah ben, le meilleur reste le meilleur, comme on le dit, et c'est un petit peu ça qui est rassurant, c'est qu'évidemment, tu n'as pas un ringard qui gagne un Grand Prix, hein, même. Et attention, ne faites pas l'amalgame, surtout toi. Pastor Maldonado avait remporté Tiens son donc. seul et unique Allez. Grand Prix l'an dernier. Il a été le meilleur ce jour-là, devant Alonso qui s'est battu avec lui. C'est donné, avec une année de retard, la perspective de la très belle performance de Maldonado qui était dans un jour formidable. Et l'équipe Williams, on a de la peine aujourd'hui. Tiens, allez, ça c'est fait. À voir où est Williams et où ils étaient qualifiés et les piètres performances en course. Voilà. Donc ça veut dire que faut être le meilleur, comme toujours en compétition automobile ou moto, le meilleur au jour donné, avec le matériel donné, avec le règlement qui est appliqué à ce moment-là. Bon, alors, la caricature en quelque sorte de cette histoire, c'est ce qui arrive à Mercedes. Jean-Luc, attendez. Quelqu'un qui n'aurait pas vu le Grand Prix, il apprend que la première ligne est entièrement constituée par des pilotes Mercedes. Rosberg, même pour sa deuxième pole consécutive, bravo à lui. Hamilton sur première ligne, il termine tout juste dans les points. Rosberg 6, oui, c'est bien ça. Et Hamilton qui se traîne misérablement. Lamentable. Bon, pas à son niveau. Oui. Alors, tu as quoi raison, cette c'est histoire la démonstration. Alors ça, on le savait tous. Hein. C'est-à-dire que dès les qualifs, hier, j'ai dit c'est pas possible de continuer comme ça. De toute manière, alors évidemment qu'on y travaille avec application et chez Mercedes et chez McLaren. Probablement les problèmes de McLaren à un degré moindre. C'est ça aussi, c'est une mauvaise exploitation des pneumatiques cette année. Bon, donc chez Mercedes, on a trouvé la performance sur un tour, manifestement, conforté 3 pôles d'affilée quand même. Hein. Hamilton et 2 pour Rosberg, comme tu le disais. Et puis en plus, on a Hamilton derrière. Bon, ça c'est super. Mais même Rosberg, dans la conf d'après-qualif, disait bah oui, mais on sait qu'on va pas aller très loin. On avait parié sur 12 tours, bonne pioche. Alors il a tenu jusqu'au premier arrêt au stand. Là aussi, merci de me le demander. Non, c'est vrai. Il s'est arrêté au 10e tour. Il repart en piste, il est toujours premier, puisque les autres se sont arrêtés. Et puis il se fait manger au 12e, terminé. Et après, on a compris que c'est une longue dégradation pour le pauvre Rosberg qui se dit. À un moment, lui-même le dit à l'arrivée, j'ai pensé que j'allais peut-être réussir à les tenir, et puis à un moment, ses pneus partent, et c'est terminé. Et là, malheureusement, tu vois un pilote de son talent qui n'est même pas capable de préserver un podium. Bah oui. Là, il y a un vrai problème de fond. Oui. Je suis navré. Alors, Pirelli se défend et s'abrite en disant, mais on nous a demandé, la FIA, les équipes nous ont demandé des pneumatiques qui soient moins constants. Oui, mais les équipes ont demandé des pneus prévisibles. Et le vrai problème des Pirelli aujourd'hui, c'est qu'ils sont imprévisibles, tant pour les pilotes que pour les écuries. Alors là, il y a un vrai problème. Oui, ils l'ont été en tout cas pour Hamilton. Oui. 12e à un tour. Oui. Quand tu pars de la première ligne, que tu t'appelles Hamilton, qui a demandé, je crois, dit à la radio, je peux pas aller plus doucement en plus. Enfin, Et je te passe les explosions de pneumatiques, les déchappages, comme ça a été le cas pour Di Resta cette fois-ci, comme ça a été le cas pour Hamilton au dernier Grand Prix en essai. Enfin bon, non, il y a un vrai problème. Là, faut se remettre au boulot, hein, parce que là, ça peut pas continuer comme ça. Et puis, on en a marre de parler des pneumatiques. Sincèrement, moi, j'en ai assez de passer mon Grand Prix à décrypter qui a tel nombre de pneus et quelle stratégie on va adopter. Je veux dire, c'est gonflant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des pilotes se battre, soigner les trajectoires. Et alors, j'en reviens au paradoxe aussi. Quand tu entends l'ingénieur qui se permet de dire à des pilotes du calibre d'Alonso, de Vettel ou de qui tu veux, moi, à ta place, vieux, j'attaquerai un petit peu moins dans le virage numéro 3, parce que le fameux grand virage qu'on connaît, où ils sortent à 270, en glissade, évidemment, ça met à contribution le pneu avant gauche et le pneu arrière gauche. Eh bien, il faut les ménager un peu plus, sinon tu n'iras pas au bout de ton relais. Eh bien, moi, je serai à la place du pilote. Tiens, je débranche le truc, je coupe la radio, je dis j'entends plus rien, et maintenant, je vais me débrouiller tout seul, comme à la bonne époque. Voilà. Bon, et pour vraiment conclure sur ce sujet, il paraît que, et même c'est évident, que Dietrich Mateschitz, donc le grand patron de Red Bull, a rencontré Bernie Ecclestone en face à face et qui lui a dit qu'il n'aimait pas et qu'il ne voulait pas que ça continue comme ça. Bah écoute, alors évidemment. Parce que chez Red Bull, 4, Vettel et 5 Weber. Sauve les meubles. Bon, c'est normal que Mateschitz, après un Grand Prix comme celui-là, soit mécontent déjà du rendement de son équipe. Ça, c'est tout à fait normal. Et surtout, il a préservé sa première position au classement général provisoire du championnat pour 4 petits points. Par parenthèse, formidable Raikkonen, mais ça, on le savait déjà. On va en parler. Formidable Massa, donc ça, il n'y a pas de souci. Et formidable Massa, oui, j'ai bien dit, avec Alonso. Mais le problème, c'est que on est content d'avoir plein de dépassements comme on en a là avec le DRS notamment, qui aide bien. Il a un tout petit peu aidé dans la deuxième portion, mais surtout dans la première. Bon, dans la grande ligne droite, ça c'est super. Mais là, je pense que des dépassements artificiels, entre guillemets, grâce à ou une mauvaise stratégie ou une stratégie décalée, ou on est un peu, tiens, par parenthèse, Gutiérrez à un moment, et ça c'est formidable, qui mène son premier Grand Prix pour un tour ou deux. Bon, c'est vrai, c'est rigolo. Qui fait le meilleur tour en course. Et qui fait le meilleur tour en course, ça c'est vachement bien. Bravo. Alors, il y a des bonnes choses et puis il y en a des moins bonnes. Comme toujours, il faut essayer de garder les bonnes et de virer les mauvaises. Voilà.
Bon, écoute, allez, on va détailler un peu le classement. On va Raikkonen à la Raikkonen, hein, toujours aussi solide, toujours aussi efficace, toujours sur le podium, j'ai même envie de dire. Je ne sais plus combien de courses ça fait de suite pour lui où il est dans les points. Un paquet. Ouais, c'est ça. Bah écoute, le dernier où il n'était pas dans les points, c'est le Grand Prix de Chine l'an dernier, rappelle-toi. L'an dernier où il a une dégradation des pneumatiques dans les derniers tours. Mais il est à l'arrivée. Alors, il n'est pas dans les points, non, mais il est à l'arrivée. il est 12e ou 13e, mais il est à l'arrivée. Donc bravo à lui, hein, c'est sûr qu'il est toujours là. Par contre, bon, pas de chance pour Romain Grosjean. Hein, c'est un peu dommage une fois. Oui, là on pensait que le chat noir était parti et là il a dû ressortir subrepticement et remonter dans un des pontons de la Formule 1 de Romain parce qu'effectivement quelque chose qui ne s'est jamais vu, je ne sais pas quelle est la pièce qui s'est rompue sur la suspension arrière droite de mémoire de la monoplace de Romain. Alors est-ce que c'est une rotule, est-ce que c'est un tirant de suspension, est-ce que, bon peu importe, en attendant on voit la roue complètement folle. De surcroît ça peut être dangereux, si ça se produit à un mauvais moment dans un grand appui etc, le pilote peut aller loin. Donc comme l'a dit Éric Boulier, on s'excuse, c'est normal du côté de l'équipe par rapport au pilote. Et Romain avait, on le voit bien à la lumière de l'exploit de Raikkonen, avait une belle performance. Alors monter sur le podium, non, parce que là c'était occupé avec les deux Ferrari et Raikko. Après se battre peut-être avec les Red Bull, je pense que c'était peut-être possible, vu l'endroit d'où partait Romain, qui avait une belle position, qui était 6e aux côtés d'Alonso. Il y avait un très beau coup à jouer. Bon, Weber est bien remonté 5e, parce que ça avait mal commencé pour lui. Mais écoute, non. Ah oui, Di Resta. Je pense qu'il a pris la mesure de Sutil quand même. Ça fait 2-3 courses. C'est exact. Sutil, tout content de revenir en F1 début d'année, c'était tout feu tout flamme. Bravo à lui. Alors pas en qualif quand même, il faut le noter, parce qu'en qualif, Di Resta est 10e, donc avec une 22-233, donc ça veut dire qu'il est dans le top 10. Alors que Adrien Sutil, lui, une 22-340. Bon, c'est pas beaucoup, il y a un gros 10e, mais il n'est que 13e. Donc bon. Mais tu as raison. Mais là, dans les points, Di Resta. Et puis alors, moi, j'attendais avec impatience le nouveau chapitre éventuellement chez McLaren. Chez McLaren. Parce que moi, je suis persuadé qu'entre ce qui se passe chez Mercedes, Rosberg, Hamilton, j'attends de voir le début. Pour le moment, c'est toujours le grand tabou. On se congratule, on se félicite et on est content. Hamilton a même rendu hommage à la pole de Nico en disant il a fait un super boulot, etc. Bon. Red Bull, on n'en parle pas. On sait que depuis ce qui s'est passé en Malaisie, il ne se parle plus. Voilà. Il se parle plus. McLaren, on a bien tous vu à Bahreïn que c'était pas super nickel entre les deux pilotes. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse pression sur le jeune Mexicain Sergio Pérez, à qui on reprochait un petit peu d'être là, allez, on va oser une nouvelle fois à cause de ses sous, ou des sous en tout cas de Carlos Slim, l'homme le plus riche du monde. Donc il avait accédé à une équipe de prestige, McLaren c'est quand même formidable, et puis on lui reprochait un léger manque d'étoffe. Bon, là il a démontré, et de quelle manière, en se battant avec Button, et je te dis, moi ça m'a pas choqué sur le fond, parce que quand on est un jeune loup aux dents longues, et qu'on a une référence comme Button, qui a évidemment été champion du monde en 2009, on se dit, bon voilà, le premier à battre c'est lui, donc ça te rend forcément nerveux, voire agressif, surtout si toi tu considères, et puis on va oser aussi, il avait le melon, Pérez, on le sait très bien, là à mon avis le melon s'est dégonflé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon maintenant, effectivement, Button, les vieux grognards ont toujours du répondant. Voilà. Et là, Button va être satisfait parce qu'il partait plus loin que Pérez sur la grille, et à l'issue d'une course finalement assez solide, il termine devant. Donc, Pérez 8e en qualif et Button 14. Non, là, la perf, en fait, c'est bien Button qui fait 8 et Pérez 9. Absolument. Et puis moi, il y a toujours deux duels que je regarde maintenant dans toute course. C'est le duel interne à Toro Rosso, ce qui concerne Jean-Éric, qui je trouvais avait très bien commencé son week-end. Super. Et lui-même était très heureux. Tout à fait. Bon, sauf que c'est Ricciardo, mais comme on le dit souvent, on n'a rien contre Daniel Ricciardo, qui je crois est un pilote vraiment sympa. C'est Ricciardo qui rentre dans les points. Alors c'est d'accord, c'est dommage en qualif, parce que une 22-127 pour Ricciardo, une 22-166. Tu te rends 4 compte ? centièmes. Ah ouais, non mais c'est vraiment que dalle, quoi. C'est vraiment rien. Donc là c'était super. On sait d'habitude en qualification, Jeff est un petit peu moins bien que Ricciardo. Et puis en course, Jeff est bien à un moment, il rentre dans le top 10, etc. Et puis malheureusement, il termine pas. Un des premiers abandons pour Jean-Éric, et c'est vrai, j'allais pas dire au plus mauvais moment, mais à un très mauvais moment, alors que Ricciardo prend encore le point, et qu'on a même entendu certains pontes, on va dire, et décideurs de Red Bull laisser entendre que finalement Ricciardo est en train de trouver sa place, etc. Donc je me demande s'il n'y a pas déjà un pré-choix. Donc ça veut dire que Jeff a la pression, et nous on va le défendre évidemment jusqu'au bout, et qu'il faut qu'il ait des bons résultats en course maintenant, quand il le peut, quand c'est... Et puis l'autre duel dont je te parlais, moi c'est notre duel franco-français entre Charles Pic et Jules Bianchi.
Oui. Depuis 2 Grands Prix, ça s'est égalisé. Oui, En tout c'est cas, vrai. ils sont revenus les Caterham. Et là, je constate que Charles termine encore le meilleur des 4, si j'ose dire, Marussia Caterham. C'est vrai. Alors Charles, je crois qu'il y a eu une belle réaction de sa part. Pourtant, il était très très mal qualifié. Oui, On oui, rappelle oui, qu'il oui. était dernier sur la grille, dernier de la bande des 4, justement, qui était un petit peu brisé par Gutiérrez qui a été reculé. Mais bon, il a été bon en course. Il est solide en course, toujours Charles. Il faut le dire depuis le début, on le dit d'ailleurs. Comme tu dis, il a pris la mesure de Jules, c'est quand même une sacrée référence, même si la Caterham, évidemment, a beaucoup plus évolué en arrivant à Barcelone que n'a évolué la Marussia. On sait que l'équipe britannique, elle est russe de fait, mais elle est britannique, n'a pas de moyens et que les évolutions sur la Marussia étaient extrêmement réduites par rapport à la vraie révolution qui était annoncée d'ailleurs chez Caterham. Et Caterham, Renault, je rappelle aussi qu'il y a une très très belle motorisation du côté de chez Renault. Donc forcément, ça joue sur le rendement final. Tant mieux, Charles l'a bien exploité. Bon, écoute, voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit quand même sur ce Grand Prix d'Espagne, 5e manche de la saison. Rappelons que le prochain rendez-vous, c'est Monaco, c'est du toujours lourd. un peu à part. Pas forcément toujours la course de l'année, mais le cadre est tellement unique au monde. Et là, tu vas voir qu'en qualif, choses. ils vont se déchirer Ouais, parce que ouais, là, quand même, ouais, on le quand sait, même. même s'il y a toujours les contre-exemples, et Olivier Panis en est le meilleur, parti 14e en 96 et vainqueur du Grand Prix, mais il faut des circonstances. Alors, est-ce qu'il pleuvra, est-ce qu'il fera ça aussi? C'est l'inconnu de Monaco, c'est ça qui en fait tout le charme. Voilà. Et donc, on en parlera le lendemain de ce Grand Prix de Monaco sur motorstv.com. Et juste après, d'ailleurs, je le dis tout de suite, sur l'antenne de Motors TV, le soir, le lundi soir, donc on vous proposera Indianapolis en intégralité, en léger différé, effectivement. Mais vous aurez bien, en quelque sorte, l'analyse de Monaco et puis la diffusion d'Indianapolis le soir. Donc, c'est des jours là qui se projettent dans une quinzaine de jours. C'est dans 2 semaines. Très beau week-end. Qu'il ne va pas falloir louper. Ouais. Bon, Jean-Luc, merci de tes lumières, de nous avoir apporté tes plaisir. lumières, de tes avis bien tranchés. Et c'est ce qu'on voulait. On essaye. Merci à vous de votre fidélité. Et donc, on se retrouve très vite pour un nouveau débriefing F1 sur motorcv.com. Salut à tous. Salut.